Donc on a réussi à nous exister en tant que fournisseur d'une certaine manière de transport au sein de cet écosystème B2B. Et ensuite on a aussi beaucoup travaillé l'expérience utilisateur et avec là une forme d'identité de marque un peu plus importante pour les gens qui font les livraisons. Parce que là, il y a un vrai sentiment d'appartenance à une communauté, avec, comme on le disait tout à l'heure, des dimensions d'entraide, de service, de sentiment d'utilité. Et donc là-dessus, on essaie de véhiculer les valeurs qui sont celles qu'on porte avec Antoine depuis le démarrage de l'entreprise, qui sont des valeurs de proximité, d'avoir un commerce responsable, d'avoir une approche aussi de lien social. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du business communautaire, autrement dit comment les marques peuvent se développer, engager et fédérer des communautés autour de leurs propositions de valeur. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités passionnants. Tout d'abord, Johan Rico, cofondateur de Shopopop, une entreprise qui propose une approche innovante de la livraison puisqu'elle est spécialisée dans le co-transportage. Il nous parlera de la façon dont Shopopop a su créer une communauté engagée autour de son modèle collaboratif et éco-responsable. Nous aurons également avec nous Charles Senot, cofondateur de By Charlot, que vous avez déjà entendu derrière ce micro il y a quelques mois, une marque qui a su redéfinir notre relation avec les plantes d'intérieur en créant des produits et des expériences qui connectent les gens à la nature tout en ayant un impact positif sur notre environnement. Au cours de cette émission, nous explorerons 3 grands axes après avoir fait connaissance avec nos invités et leurs entreprises respectives. D'abord, nous plongerons dans le cœur de la stratégie de marque en discutant de l'importance de la création d'une identité forte. Nous poursuivrons sur l'importance de développer une communauté fidèle pour soutenir justement cette stratégie de marque. Enfin, nous aborderons un sujet qui leur tient particulièrement à cœur, leur engagement pour les missions sociétales qui vont bien au-delà du business traditionnel et qui visent à contribuer à la transition socio-écologique. Mais sans plus attendre, je vous laisse la parole. D'abord à toi, Johan. Peux-tu te présenter et présenter Shopopop en quelques mots? Ouais, bonjour Cyril, merci pour cette intro carrée, comme disait Charles tout à l'heure. Très chouette et merci de m'avoir proposé d'être là ce matin. Donc moi c'est Johan, je suis l'un des fondateurs de Shopopop. Ça fait 9 ans maintenant qu'on transforme le quotidien des Français en leur permettant de rendre service sur leur déplacement du quotidien à travers cet usage qu'on appelle aujourd'hui le co-transportage, qui n'est ni plus ni moins qu'une livraison à domicile réalisée entre particuliers. Donc c'est un nouveau modèle dans le transport de marchandises, et ce sont donc des gens qui sur leur trajet vont récupérer un produit au départ d'un magasin, le déposer au consommateur qui l'a acheté, et en face du service rendu vont récupérer quelques euros. Alors tu vas nous le développer un peu plus dans la présentation. Co-transportage, c'est un mot que tu as inventé ou alors tu l'as trouvé dans le dictionnaire, mais en tout cas il illustre parfaitement cette proposition de valeur qui consiste, comme tu viens de l'expliquer, à mettre à profit les trajets organisés par les particuliers pour dire la voiture elle est peut-être vide ou le coffre il est peut-être vide, on peut peut-être mettre des courses, un produit que quelqu'un a acheté et utiliser ce trajet-là
pour aussi le transformer en service de livraison. C'est un peu comme ça qu'on peut le présenter. Ouais. C'est comme ça qu'on peut le présenter. Le terme cotransportage, en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui est une définition dans un décret qui est en lien avec la loi LOM, donc qui touche à toute la mobilité. Et c'est vraiment cette capacité pour une personne d'utiliser son véhicule personnel pour un transport de marchandises. Et en contrepartie de ce transport, il y a un dédommagement qui est opéré. Donc en fait, le terme cotransportage, il est assez proche finalement dans sa sémantique du covoiturage, sauf Bien que sûr. dans notre métier, on ne transporte pas des personnes, on transporte des produits. Bon, tu vas rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais en 2 mots, il y a pas mal de tech quand même derrière, parce que là tu fais allusion au covoiturage. J'ai eu Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, qui fait donc du covoiturage, qui m'expliquait à quel point finalement les algos sont des sujets fortement importants, enfin très importants pour eux, parce que faut établir les trajets. Comment ça s'opère pour le cotransportage? Est-ce que la tech vient jouer un rôle primordial dans l'attribution des voitures pour faire le transport? Ouais, Shopopop, c'est une entreprise tech, ça c'est clair. On a quasiment un tiers de nos effectifs qui sont des développeurs, et tout ce qui va toucher aussi autour du produit, de l'expérience utilisateur. Donc on est une boîte qui a cette vocation à travailler son produit et son usage à travers des sujets aussi d'algorithmes et d'expérience. On est dans un modèle opératoire où la liberté de l'utilisateur est très importante. C'est-à-dire que nous, on a un rôle de recommandation. On va proposer une livraison sur un trajet qui nous semble être le plus approprié par rapport à ce que tu auras renseigné dans l'application. C'est la fonctionnalité qu'on appelle des trajets quotidiens, des trajets réguliers. Et on ne fait pas, par contre, d'assignation. On va pas dire, tiens Cyril, cette livraison, on te la donne, tu as l'obligation de la faire. C'est vraiment toi qui dis, cette livraison, elle correspond à mon trajet, ou la dépose, c'est à côté de chez moi, je suis disponible, je la réserve. C'est vraiment un rôle un peu différent de ce qu'on connaît même des plateformes ubérisées qui vont faire une assignation sur un livreur pro. Ok, ça c'est très important. Le trajet après est effectué, mais ça veut dire aussi qu'il y a un côté avec les retailers, avec les vendeurs, avec les magasins, pour intégrer la solution de Shopopop. Comment ça fonctionne? Les retailers, ce sont nos clients. C'est en gros eux qui vont intégrer dans leur canal e-commerce, dans leur tunnel de vente, voire aussi dans les magasins en physique, parce qu'on fait des livraisons depuis des départs de magasins, mais sinon on parle beaucoup de l'expérience e-commerce. Nous, on devient une option qui s'intègre en fin du parcours d'achat, qui fait qu'en tant que consommateur, si tu veux te faire livrer à domicile, tu peux cocher, comme on dit, la petite case Shopopop, ou la case livraison collaborative, ou livraison entre particuliers. Il y a quand même encore différents noms. Et à partir de là, nous, on récupère l'information de la part du retailer, on récupère l'information de toi, consommateur, et on va créer cette annonce de livraison dans l'application. Donc on a vraiment en fait un écosystème, un peu un jeu à 3 bandes, le magasin, le distributeur, le consommateur qui demande à se faire livrer, le cotransporteur qui fait la livraison, et nous on fait cette relation entre tout le monde. C'est-à-dire que c'est une option de livraison au même titre que toutes celles qu'on connaît par ailleurs, qui peuvent être présentées, qui sont concurrentes des vôtres. L'avantage de Shopopop, c'est qu'il y a une livraison qui n'est pas dans 4 jours. Non, c'est une livraison qui peut être rapide, on ne se positionne pas sur de l'express, mais tu peux faire aujourd'hui avec Shopopop des livraisons le jour même, en l'espace de 2 heures, si le magasin a la capacité de préparer la commande. Donc on vient se différencier aussi par cette notion de rapidité, mais la plus grande différence pour moi, elle repose d'une part sur la structure économique. Pour le retailer, c'est quand même beaucoup moins contraignant et beaucoup moins cher de faire une livraison avec Shopopop. Raconte-nous pourquoi. En gros, aujourd'hui, quand tu prends une structure classique où il faut acheter de l'équipement, acheter un camion, avoir du personnel dédié, c'est des coûts d'infrastructure qui sont extrêmement importants et qui sont difficiles à gérer. D'autant plus que tu es sur une capacité maximum d'une livraison avec un camion ou avec un service pro que tu ne pourras pas exploser. L'avantage du modèle collaboratif, c'est que tu as beaucoup de flexibilité. Tu as besoin de faire 100 livraisons sur un créneau horaire, potentiellement il y a 100 personnes différentes qui vont venir pouvoir la faire. Un camion ne pourra jamais faire 100 livraisons sur un même créneau horaire. Et donc on arrive comme ça à avoir, on va dire, une approche compétitivité-prix qui permet aux retailers d'avoir un modèle logistique performant, viable, avec des niveaux de qualité qui sont au même niveau que du pro, voire supérieurs dans certains cas. Et on embarque aussi 2 autres dimensions qui, à mon sens, aujourd'hui sont hyper importantes. La dimension environnementale, on vient mutualiser des flux, mutualiser des trajets, donc on a un impact carbone, et une dimension sociale,
puisque on est sur le principe de cette économie collaborative où le service est rendu entre deux personnes qui ne sont pas des professionnels, et donc on a aussi un ancrage local. Tu rends service à quelqu'un de ton entourage, peut-être à un voisin ou à quelqu'un qui est dans le besoin. Shopopop, c'est comme on dit une start-up des territoires. On rend service aussi aux populations âgées, isolées, à mobilité réduite. Donc je sais qu'on abordera aussi ce sujet, mais voilà, c'est un modèle logistique qui a du sens. Je te pose la question, je connais la réponse, mais précise-le derrière le micro. Quel est le rayonnement géographique de Shopopop ? Alors aujourd'hui, Shopopop en France, on couvre l'intégralité du territoire métropolitain. Il n'y a que la Corse dans lequel on a finalement fermé le service pour des questions de géographie. La montagne est compliquée à opérer sur notre modèle. Et depuis maintenant quelques années, on a aussi ouvert notre service sur le Benelux, l'Italie et l'Espagne. Donc Shopopop est vraiment, comme on dit, un leader européen sur ce modèle. Tu peux nous donner des exemples de cas clients qui illustrent finalement cette proposition de valeur ? Ouais, la plus importante dans le développement et dans notre croissance, ça a été celle de l'enseigne Leclerc, qui jusqu'il y a quelques années n'avait pas encore beaucoup développé la livraison à domicile. Et quand on a commencé à discuter avec les centrales régionales, les SCA, on a pu avoir un test à l'échelle de la SCA Ouest, donc sur le territoire de l'Ouest, puisque Shopopop est basé à Nantes. Et petit à petit, on a réussi à ouvrir de plus en plus de magasins, à avoir un référencement national avec cette enseigne, qui fait qu'aujourd'hui, Shopopop, globalement, représente 70% des livraisons réalisées par l'enseigne Leclerc, qui est l'enseigne numéro 1 sur le e-commerce alimentaire. Donc c'est une vraie preuve d'adoption du modèle, c'est une vraie preuve aussi de solidité de ce modèle et de Shopopop, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on engage aussi l'image de la marque, du distributeur. Là, on parle du drive ? On parle effectivement du drive, ouais. Nous, on vient se coller dans l'expérience e-commerce après le drive ou après le click and collect. Parce que on est bien sur des livraisons same day. On est bien sur des livraisons jour même, ouais. Bon, écoute, merci pour cette présentation assez exhaustive de Shopopop. Je me pose la question à Charles. Même si certains commencent à te connaître, puisque tu es passé derrière mon micro, je te demanderai de bien vouloir te présenter également et de présenter By Charlot, qui a une certaine notoriété quand même déjà. Merci Cyril de m'inviter à nouveau. By Charlot, effectivement, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque de plantes d'intérieur premium. On aime bien dire chez By Charlot qu'on redonne aux plantes d'intérieur leur lettre de noblesse pour plusieurs raisons. La première, c'est l'expérience d'achat, que ça soit en boutique ou sur notre site internet. L'idée a été de renouveler un petit peu une expérience qui était pas forcément hyper sexy en magasin, parce que la plupart des plantes sont vendues aujourd'hui dans des magasins. Ikea. Voilà, Ikea, premier vendeur de plantes en France, magasin de bricolage, etc. Donc le mieux restait encore les fleuristes, mais avec un choix limité sur la plante. Le deuxième aspect, ça a été le pot qu'on design nous-mêmes dans des très jolis pots qui changent des pots en plastique horticole classique ou des pots en terre cuite. Le tout avec un aspect qui reste encore très artisanal, puisqu'on fait tous nos pots au Portugal. Et le tout dans C'est quoi le rapport entre le Portugal et l'artisanat ? En fait, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des pots que tu vas trouver dans les enseignes en céramique, etc., tout vient de Chine ou de loin, et ce qui fait que tu as une sorte de procédé industriel qui te permet de faire des très grandes séries, mais du coup, tu as un côté un peu aseptisé du pot, qui sont sur des couleurs unies assez basiques finalement. Nous, tous les pots sont faits à la main, et le Portugal est la référence européenne sur la céramique. Merci pour la précision. Avec plaisir. Non mais tu vois, c'est important aussi pour sûr. Illustrer ce que c'est que cette marque que tu racontes, comment les choses sont faites. Complètement. Et le dernier point qui est potentiellement le plus important et ce qui a fait aussi le succès de la marque, c'est le côté personnalisable du produit. Le cadeau le plus offert en France, en Europe, c'est le bouquet de fleurs. Ce qui paraît assez évident, et d'ailleurs les bouquets de fleurs c'est génial, c'est beau, ça fait toujours plaisir, ça sent bon, mais ça coûte cher, ça vient pas toujours de tout près, ça fane en une semaine et Max. encore. Donc on est venu un petit peu sur ce créneau-là du cadeau, en collant sur nos produits une étiquette qu'on rend personnalisable en ligne ou en boutique. Ça fait combien de temps que la marque existe ? On a créé la marque il y a 6 ans.
Essentiellement avec une distribution direct to consumer au départ. On a aussi une grosse activité aujourd'hui B2B où on vend aux entreprises, aux hôtels, cafés, restaurants pour leur décoration ou les cadeaux clients. La majeure partie de tes clients se trouve où ? Dans les grandes villes, bon évidemment Paris, Île-de-France parce que nous le siège est basé ici, nos boutiques sont à Paris et donc forcément la part de marché est plus importante, mais grosso modo dans toutes les grandes villes où tu n'as pas accès spécialement aux magasins de jardinerie etc, t'as pas d'extérieur de jardin et autres, mais tu veux quand même des plantes et un peu de verdure dans ton appartement, donc voilà, grande ville. Maintenant, on expédie aussi en Belgique, en Suisse, en Allemagne. On était assez bon au UK avant le Brexit, un peu moins maintenant. Mais voilà, donc grosso modo, plutôt Europe. Ok, 6 ans d'existence. Je t'ai pas posé la question, Johan, Shopopop, ça existe depuis combien de temps ? On a un peu plus de cheveux blancs, 9. Voilà, ouais, c'est 50% de plus. De jeunes entreprises. Merci pour ces présentations. Est-ce que, Charles, on a fait le tour sur le business ? Ouais. C'est bon. On va pouvoir passer à la première partie, en fait, avant de passer sur le sujet communautaire, définir ce que c'est que la marque, l'identité de marque. Pourquoi c'est important de travailler cette approche-là ? Shopopop, en fait, il y a deux, on va dire, aspects de la marque, un aspect B2B et un aspect B2C, dans la mesure où le service doit être proposé par des retailers, donc c'est là où il y a une approche B2B, mais ça ne peut exister que s'il y a une communauté d'utilisateurs, donc du B2C. Cette identité de marque, comment on la réfléchit, comment on l'avance, comment on l'approche, comment on fait pour la travailler ? L'identité de marque chez nous, je considère qu'en fait on s'en est pas trop attaché au démarrage de l'entreprise parce qu'on était vraiment dans la volonté de démontrer déjà que le modèle pouvait marcher. Donc ça c'était vraiment le point de départ, d'être en mode exécution, opération et de faire adopter ce modèle par les retailers, parce que quand on débarque à 24 ans avec cette idée où ils sont collés sur une logistique avec des chauffeurs-livreurs pro, camions, polo logoté, casquette logotée, c'était compliqué de faire passer avec un nom pareil. Surtout avec un nom pareil, c'est vrai qu'on a eu des petites déformations Chocopops, etc. Donc aujourd'hui c'est très cool et puis on se rend compte que le nom reste. Par contre, tu peux faire un petit aparté pour comment vous l'avez trouvé ce nom ? Tu veux l'histoire de bout en bout ? Ça va pas prendre 20 minutes, j'imagine. Non, ça va pas prendre 20 minutes. En fait, on avait un petit groupe WhatsApp avec Antoine et les associés du départ. Et on réfléchissait à trouver des noms. Et l'histoire, c'est que j'étais chez mes grands-parents dans le Morbihan. Et en discutant sur ce groupe WhatsApp, et en dessinant sur une feuille de papier, je commence à dessiner Shop, qui fait référence à l'achat. Et je rajoute derrière un hop-hop, pour en gros avoir la notion de hop qui fait référence à un déplacement, donc ça pouvait coller avec l'aspect logistique, et la terminaison pop qui fait référence à la population. Voilà, t'as un peu toute l'histoire du fonctionnement de Shopopop. Donc pardon, je t'ai coupé. Au départ, finalement, peu de préoccupation autour de la marque. Ouais. En fait, un peu quand même, parce que quand tu te sors avec un nom comme ça, c'est que... il y a un peu de réflexion derrière. Il y a un peu de réflexion derrière. Comment cette identité finit par se construire ? Elle s'est construite d'abord dans le B2B par le fait de multiplier ses partenariats. Donc on a réussi à nous exister en tant que fournisseur d'une certaine manière de transport. Au sein de cet écosystème B2B. Et ensuite, on a aussi beaucoup travaillé l'expérience utilisateur et avec là une forme d'identité de marque un peu plus importante pour les gens qui font les livraisons. Parce que là, il y a un vrai sentiment d'appartenance à une communauté avec, comme on le disait tout à l'heure, des dimensions d'entraide, de service, de sentiment d'utilité. Et donc là-dessus, on essaye de véhiculer les valeurs qui sont celles qu'on porte avec Antoine depuis le démarrage de l'entreprise, qui sont des valeurs de proximité, d'avoir un commerce responsable, d'avoir une approche aussi de lien social. On développe un peu, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure dans l'introduction que tu faisais, ce lien social pour tous ceux qui ne vivent pas en zone urbaine, c'est une dimension fondamentale.
Ouais, c'est une dimension qui est importante. En fait, aujourd'hui, on a souvent l'habitude de raisonner livraison égale zone urbaine, égale population connectée, égale les jeunes actifs, les familles qui ont les problématiques de déplacement et tout. La réalité aujourd'hui en France, c'est qu'il y a aussi une grosse partie de population et de magasins qui sont présents dans ces zones rurales, dans lesquelles les besoins de livraison à domicile ne sont plus tant du confort, mais de la nécessité. Et donc nous, on arrive aujourd'hui à desservir ces populations-là. J'ai une petite anecdote, il y a un utilisateur qui nous a remonté un jour que la livraison qu'il avait pu faire avait été le seul point de contact humain du client de la semaine. Et en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on parle d'isolement, il y a vraiment un sujet en France sur ces questions d'isolement. Donc ça traduit bien les valeurs de cette marque Shopopop que vous voulez véhiculer auprès des utilisateurs. Ouais, c'est vraiment de se dire, quand vous rentrez sur l'application de Shopopop, vous avez cet aspect économique qui rentre en compte parce qu'on est aussi là pour améliorer d'une certaine manière le pouvoir d'achat des gens. Récupérer 5 € à chaque fois qu'on prend sa voiture, c'est pas anodin pour une grande partie des personnes en France. Et au-delà de cette motivation économique, il y a ce sentiment d'utilité qui s'est vachement renforcé après la crise du Covid. Et donc ça, c'est hyper important et on continue à le répéter. Et je trouve qu'aujourd'hui, nos clients, les retailers, n'embarquent pas suffisamment cette dimension. Ils nous prennent que pour la dimension fournisseur de transport. Eux, ils voient l'intérêt économique, l'intérêt serviciel, fonctionnel de l'offre de Shopopop. Ils disent, c'est bien faire de la livraison drive le même jour, finalement, qui d'autre que Shopopop peut le faire ? Personne. Et donc, c'est ce qui les fait signer quelque part s'engager avec vous, quoi. Ouais, exactement. Mais quand je t'entends parler, en fait, je réalise une chose, c'est que dans l'approche B2C, la marque, finalement, elle a deux angles. Elle a une communication et un partage de valeurs, ce que tu viens d'expliquer vis-à-vis des co-transporteurs, mais aussi vis-à-vis des clients qui utilisent le service de Shopopop, qui, tu viens de l'évoquer avec la personne isolée, ne sont pas, eux, des co-transporteurs, parce qu'ils sont isolés et voilà, tout le monde n'est pas co-transporteur. Donc tu peux être aussi utilisateur de cette solution. Comment on fait pour communiquer après de ces gens-là, pour dire, quand tu vas chez Leclerc Drive ou ailleurs, c'est quoi les autres sociétés avec lesquelles tu travailles ? Système U, Carrefour, Auchan, Intermarché, Decathlon, Bureau Vallée. Voilà, Decathlon, tu te fais livrer tes haltères pour monter ta salle de sport chez toi. Bref, comment tu fais en sorte que celui qui fait livrer ses produits Decathlon, son drive Leclerc, choisissent sur le site, au moment du check-out, l'option de Shopopop. Parce que quand tu sais pas, tu sais pas, c'est quoi ce truc, qui va me livrer ça, je peux avoir des doutes. Est-ce que finalement, il faut parler de la marque aussi autrement à l'ensemble des clients potentiels ? Oui, en gros, un des premiers points de différenciation quand tu seras sur ce checkout, c'est souvent déjà l'approche tarifaire. La livraison Shopopop sera dans une grande partie des cas un peu moins chère. Et ensuite, le travail que nous on essaye de faire, c'est de s'appuyer sur le distributeur, le retailer, pour aussi informer et avoir une approche pédagogique sur qu'est-ce que le cotransportage, pour que le client qui va recevoir son produit ne soit pas surpris de la mauvaise des manières par une personne qui vient avec son véhicule perso, qui sera peut-être aussi accompagné de ses enfants, qui va lui redonner le produit, parce que voilà, ça fait partie de ce modèle et de cette expérience. Donc aujourd'hui, en fonction des sites, des enseignes, il y a des petites mentions, il y a des petites rubriques qui font le détail, l'explication de ce qu'est Shopopop. Et nous, là où aussi on a un intérêt, c'est qu'on conserve tout l'aspect transactionnel de la livraison, c'est-à-dire qu'on envoie encore les emails et les SMS, ce qui nous permet de faire de l'enrichissement en termes de contenu, d'insérer des liens pour dire aux gens, si vous découvrez par cette livraison ce qu'est Shopopop, voici comment fonctionne le cotransportage. Oui, donc c'est une façon intelligente de faire connaître votre proposition de valeur. Cette identité de marque aujourd'hui, elle est bien développée. J'ai l'impression, quand j'en parle autour de moi, qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Shopopop, peut-être moins à Paris. Vous êtes utilisé à Paris ?
Paris, c'est pas le territoire dans lequel on a le plus d'activités, notamment Paris intramuros. Sur la région parisienne, oui. Pour une raison simple, c'est que dans Paris, il y a tellement de magasins de proximité, les enjeux de logistique sont différents. Il y a aussi un maillage d'acteurs qui sont déjà, eux, bien en place et dans lequel ils ont réussi à aller au bout des optimisations, de la gestion des tournées. Donc tout ça fonctionne. Donc non, c'est pas vraiment attaqué à Paris. On a plutôt été à se dire, faisons marcher le service sur les territoires, en France, un peu partout, les villes de petite taille, de taille moyenne. Et si on doit aller sur Paris, ben on finira par Paris. Mais on s'est pas fait vraiment un objectif fort d'aller sur Paris. Merci pour ces précisions. Tu veux ajouter un point sur l'identité de marque ou on est d'accord pour dire que finalement, il y a l'aspect B2B, B2C pour les communautés, on reviendra après sur les communautés, et puis B2C pour les utilisateurs, finalement. Ouais. Non, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'on est encore, à mon sens, aux prémices de tout ce qu'on est en train de faire sur ce travail de marque pour faire émerger un peu plus fortement, même si tu parlais d'une certaine notoriété qu'on peut avoir, je pense, dans l'environnement du retail, qui est un environnement que tu côtoies aussi régulièrement. Je pense que pour les personnes un peu qui sont amenées à découvrir ou qui pourraient demain se servir du service, pardon pour la répétition, on est encore une boîte qui est très peu connue. Et pour autant, on fait plus de 10 millions de livraisons maintenant depuis la création, donc ça commence à représenter quelque chose. C'est quoi les KPI là, que tu peux donner là, justement pour donner la taille de Shopopop? Parce que moi je les connais, tu m'en as partagé quelques-uns. Shopopop, il est vrai, dans l'environnement B2B, dans l'environnement des professionnels du retail et du e-commerce, et peut-être pas aussi connu auprès d'un certain nombre d'utilisateurs plus grand public dans le reste du territoire. Donne-nous quelques chiffres là pour qu'on prenne bien la mesure. Toi, tout à l'heure, j'ai voulu dire bien insister sur la présence territoriale de Shopopop parce que vous couvrez tout le territoire français, à quelques exceptions près, dont Paris fait partie, pour une fois. Voilà. Donne-nous quelques métriques. Ouais, donc Shopopop, c'est plus de 10 millions de livraisons maintenant réalisées depuis sa création. Tous les ans, c'est entre 300 et 500 000 cotransporteurs actifs. Donc ça commence à être une belle communauté. C'est plus de 2 millions de personnes qui vont bénéficier du service de livraison. Et sur une couverture, je parlais de 30 000 communes aujourd'hui qui sont éligibles d'une certaine manière. Il y en a 36 000 en France. Hein. Il y en a 36 000, donc il reste encore un peu de territoire à aller chercher. Et en termes de maillage de magasins, si on parle vraiment de la distribution alimentaire, c'est plus de 4 000, enfin près de 4 000 aujourd'hui points de vente. Et après, quand on élargit un petit peu, c'est quasiment entre pas loin de 8 000. On double le nombre de magasins. Avec les autres secteurs. Les autres verticales, ouais. Le monde de la fleur, les fleuristes, quelques enseignes dans le bricolage, dans l'équipement de la personne, l'électronique aussi. Donc voilà. Bon, merci pour la perche tendue. Tu parles de fleuriste, c'est quand même une transition qui va être à saisir pour parler de By Charlot. Vas-y, raconte-nous, Charles, à ton tour, cette marque, cette identité de marque qui est très forte. Là, pour le coup, qui est peut-être beaucoup plus parisienne que Shopopop, dans l'écosystème qui est le nôtre. La marque est très connue. Comment vous avez travaillé ça? Parce que ça a été fondamental dès le départ. C'était une obsession, carrément. Même plus que fondamental. C'est-à-dire que nous, presque à l'inverse, on ne s'est pas du tout soucié de comment faire techniquement pour envoyer des plantes à des gens, etc. Tout ce qu'on voulait, c'était parler avec eux, avoir le produit le plus beau possible, le meilleur service client du monde, etc. Pour essayer petit à petit, quand on réussissait à avoir un client, c'était de faire en sorte que ce client il reste client et qu'on le fasse vivre pendant de nombreuses années, que ce ne soit pas juste un one-shot sur une marque un peu éphémère, etc. D'ailleurs, on disait souvent avec mon associé, tu connais l'acronyme DNVB, des Digital Native Vertical Brand. Tout le monde nous disait oui, vous êtes une DNVB, vous êtes une DNVB. Moi, je dis non, je suis une B, je suis une brand et tout le reste, je m'en fiche. Je veux d'abord être une marque. Donc après. Alors cette marque, par quoi on commence? Il y a 6 ans pour la créer. C'est le nom, c'est le logo, c'est comment on fait Non, je pense que le nom et le logo. Enfin, c'est marrant d'ailleurs quand tu crées ta boîte et ta marque, c'est le premier truc auquel tu penses. T'as envie de mettre un nom et un logo, mais finalement c'est presque le moins important. Non, je pense que nous on s'est attardé quand même sur le produit au tout départ pour pouvoir fournir quelque chose qu'on trouvait esthétiquement très beau et qui sur une sorte
de MVP quoi, qui était parfait. On allait voir tous nos amis, famille, etc. Et en fait, quand tu as des gens proches qui commencent à t'acheter ton produit, souvent c'est pas que c'est bon signe parce qu'ils pourraient aussi te faire plaisir, mais bon, souvent ils vont te dire oui c'est beau mais non merci. Là donc les gens achetaient chez nous et on s'est vite rendu compte petit à petit des difficultés qu'on pouvait avoir à satisfaire tout le monde. Donc la livraison d'ailleurs, ça a été notre première grosse bête noire là-dessus, parce que vu qu'on a un positionnement assez cadeau, tu dois livrer vite et tu dois livrer au bon moment. C'est-à-dire que quand c'est pour un anniversaire, il ne faut pas livrer... on nous a souvent reproché de temps en temps, on livrait trop vite. Alors, ça paraît paradoxal, mais en fait, quand c'est ton anniversaire, tu n'as pas envie de le recevoir la veille, tu peux le recevoir le jour même et pas le lendemain. Donc ça a été le premier casse-tête. Et aussi quand tu fais de la personnalisation. C'est justement là-dessus que je voulais t'entendre, parce que By Charlot, ce sont des plantes, c'est déjà une sélection de plantes, et ce sont des pots. Enfin, je veux dire, ils sont intrinsèquement, les deux sont liés. Ouais. Tu racontes ton histoire avec ces deux objets, entre guillemets, si tant est qu'on puisse définir une plante comme un objet, mais il y a bien ce duo entre le pot et la plante qui viennent raconter l'histoire de la marque. Exactement. Oui, nous, on fait aucune différenciation, même techniquement parlant, même en interne, on fait pas trop la différence entre les pots, les plantes, les étiquettes. On vend un produit fini. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait la force de la marque, c'est que t'es pas là à t'embêter à trouver ta plante. Une fois que tu l'as trouvée, tu dois te casser la tête pour trouver le cache-pot qui va bien, et ensuite savoir où est-ce que tu vas la mettre chez toi, etc. Voilà, on vend un produit fini, voilà, qui est modulaire si on veut, mais effectivement, ça fait partie d'un tout. Et le design là-dedans, ça compte? Ça compte plus que tout. Alors le design, ça veut tout dire. Nous, on design nous-mêmes nos propres pots qui sont simples. La forme est simple, hein. Mais finalement, faire des choses simples est pas toujours la chose la plus facile. Donc on veut rester sur cette simplicité et cette élégance naturelle. D'ailleurs, je pense que les clients qui achètent chez nous ont aussi cette forme de reconnaissance sociale. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas quand tu rentres dans un appartement et que tu as une plante By Charlot posée sur une cheminée, tu sais que c'est une plante By Charlot, même si tu vois pas la marque écrite en gros dessus, etc. La forme, la plante et le design, tu le reconnais tout de suite, quoi. Oui, pour illustrer, parce que j'en ai bien sûr une chez moi, l'étiquette a une typo qui est aussi commune à toutes les étiquettes. Exactement. Donc on sait par cette typo-là que c'est By Charlot. On le sait parce qu'on peut personnaliser le message, comme tu le disais. Ce qui veut dire que chacune des étiquettes est différente potentiellement, même si vous pouvez choisir. En fait, chaque étiquette est différente. Alors déjà, t'as un truc qui est commun à toutes nos plantes, c'est qu'il y a la marque effectivement sur le produit, et je pense qu'on est les seuls à avoir réussi à créer une marque de plante. Une plante, c'est une commodité, t'en as partout. Nous, on a une marque qui s'appelle By Charlot et qui est écrite sur tous les produits. Ensuite, tu parlais de la typo, ça c'est vrai. On peut pas laisser, c'est pas parce qu'on fait de la personnalisation qu'on peut laisser nos clients faire n'importe quoi. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, la personnalisation, c'est un peu la porte ouverte aussi à beaucoup de choses. T'as pas envie d'avoir qui peut détruire la marque. T'as pas envie d'avoir des horreurs écrites sur tes étiquettes ou des sortes de typos, des emojis dans tous les sens ou n'importe quoi. Donc c'est contraint. Volontairement. Volontairement, pour rester dans finalement le guideline, la charte de la marque. Ouais, exactement. Ce qui veut dire qu'il y a un nombre de caractères qui est réduit. T'as un nombre de caractères qui est réduit, même si tu peux aujourd'hui quasiment écrire tout ce que tu veux. Enfin, au bout d'un moment, ça devient illisible d'écrire un roman sur une étiquette. Donc normalement, ça pose pas trop de problèmes. Tout est effectivement charté. L'étiquette est placée d'une manière très précise sur le. Il y a rien qui est laissé au hasard sur le produit. Et c'est ce qui fait aussi le charme et le succès de la marque, c'est que tu as un vrai univers premium pour un prix d'achat qui est finalement ok. C'est-à-dire que dans le monde du végétal, on a un positionnement qui est plutôt haut de gamme, mais notre prix d'appel dans les plantes est à 29 €. Donc tout le monde peut s'offrir presque une plante By Charlot pour se faire plaisir, et le tout avec des codes appartenant un peu aux belles maisons, peut-être pas de luxe, mais en tout cas premium. Bon, merci pour ces éléments sur l'identité de marque de By Charlot.
Je vais repasser la parole à Johan pour là arriver sur les aspects communautaires, puisque pour que cette marque, cette identité de marque vive, eh ben, il faut bien une communauté, la créer, l'animer. Et alors chez Shopopop, on se rend compte à quel point assez facilement elle joue un rôle crucial, d'abord parce que c'est elle qui fait les opérations en quelque sorte. Donc c'est pas juste soutenir une marque parce qu'on aime une marque, c'est être actif dans le rôle de cette marque. C'est pas commun. C'est pas commun et si je te dis que la plupart des gens aimeraient être encore plus actifs qu'ils ne le sont, c'est parfois un autre sujet aussi parce qu'il faut rester dans ce cadrage qui est celui qu'on veut, qui est cette économie collaborative pour ne pas avoir des professionnels non plus de la livraison. Mais c'est assez bluffant en fait de voir que quand tu arrives à créer une marque dans laquelle les gens se retrouvent et encore une fois pour nous le sentiment d'utilité ressort de cette communauté, le niveau d'implication qu'ils sont prêts à avoir. Il y a des petites choses qui sont faites autour de cette livraison et au-delà finalement de cette livraison. Des personnes vont rester un peu discuter, des personnes vont descendre les poubelles quand il y a une demande qui peut être faite. Dans certains cas, les personnes proposent d'ouvrir des packs d'eau, ranger les produits. C'est pas 100% le cas, mais il y a cette démarche aussi en fonction de la population qui peut être confrontée à des problématiques de mobilité qui existent. J'ai d'autres anecdotes, histoires sur notamment la période du Covid. On a des personnes qui se sont retrouvées, le pire cas qu'on a eu, c'était une personne qui était décédée dans son logement. La personne qui a fait la livraison a du coup appelé les secours et c'est ça qui a permis de déclencher la chose. Une personne âgée aussi qui a permis d'être au courant qu'elle était décédée. Ouais, de déclencher les secours, l'appel au secours. On a une personne âgée aussi qui était tombée et qui du coup n'était plus en capacité de se relever. Et encore une fois, c'est la personne qui a fait la livraison qui a pu prévenir les secours et qui a permis cette assistance-là. Et tout ça, c'est plein de petites histoires qui des fois sont dramatiques. Et on en a aussi des belles, des gens qui nous disent grâce à vous, j'ai pu avoir 20-30 euros ce mois-ci et j'ai emmené mes enfants faire une sortie au zoo. Enfin voilà, c'est un petit plus dans le quotidien des gens. Sur l'aspect communautaire et animation de la communauté, est-ce qu'on fait la distinction chez Shopopop entre les co-transporteurs et les livrés? J'aime pas trop dire le mot comme ça, mais je sais pas comment les utilisateurs finaux de la solution. Est-ce que Shopopop a un discours qui est différent? Parfois c'est un peu compliqué puisque les co-transporteurs peuvent aussi être client peut-être de temps en temps de la solution Shopopop. Comment on fait pour prendre la parole, animer ces communautés qui ont parfois pas les mêmes usages? Nous, notre vrai pôle de communauté, c'est vraiment les co-transporteurs. Les consommateurs qui se font livrer aujourd'hui, faut pas oublier une chose, c'est que leur data, c'est celle des magasins, elle appartient aux magasins. Donc nous, en réalité, on n'a pas la possibilité d'engager beaucoup de communication avec eux. Les seules communications qu'on peut engager avec ces personnes-là, c'est le transactionnel pour le suivi de la livraison, pour s'assurer que tout se passe bien, et avec aussi un aspect de feedback qu'on leur demande sur est-ce que votre expérience était bonne, comment s'est passée votre livraison, système de notation, de commentaires. Et en fait, une fois qu'on a fait ce travail de communication avec eux, ces consommateurs, on les perd un petit peu. Si ils se disent ok, j'ai vécu une super expérience et le concept m'intéresse, dans ce cas il faut qu'ils soient dans une démarche proactive de venir s'abonner sur nos réseaux sociaux, etc. Et peut-être qu'ils vont du coup se convertir aussi à l'usage co-transporteur en se disant tiens, là aujourd'hui j'ai bénéficié de la livraison, demain pourquoi pas moi en faire une quand je vais chercher mes enfants à l'école ou quand je rentre du travail. Et c'est comme ça que vous arrivez à en recruter beaucoup? C'est comme ça qu'on arrive à en recruter. Il y a un effet de bouche à oreille qui est très important et je pense que là c'est une force aussi dans ces modèles communautaires de plateforme. On essaye aussi d'associer les magasins dans cette communication. On fait des choses assez classiques, de la PLV, promotion sur lieu de vente, des affiches, des flyers, de temps en temps des communications digitales qu'on essaie d'opérer aussi avec les enseignes sur des porteurs de cartes fidélité. Et on essaye aussi de créer un cercle vertueux. Oui, parce que, pardon de te couper, Johan, mais quand vous ouvrez un nouveau point de vente ou dans une région, même si elle est couverte, mais qui n'est pas densément couverte, prenons l'exemple d'un drive-U qui ouvre quelque part et il faut un minimum de co-transporteurs pour pouvoir assurer une qualité de service minimum. Oui.
Il faut donc les recruter. Oui. En fait, quand on ouvre une zone avec un magasin, on va, en fonction de l'activité e-commerce ou de l'activité de livraison, si le magasin en fait déjà, quantifier le besoin minimum de cotransporteurs qu'il faut avoir sur cette zone. Donc là, nous, on s'engage sur des actions plutôt marketing online, ce genre de choses. Donc ça reste assez classique dans les outils et les méthodes d'acquisition. Et puis ensuite, c'est l'activité qui va animer. C'est-à-dire que notre métier à nous en tant que plateforme, c'est s'assurer qu'il y ait toujours un équilibre entre le nombre de livraisons qui sont générées par les magasins, la taille de la communauté pour les réaliser, qui fait que si tu gères bien cet équilibre, normalement tu le fais grandir par la même occasion. Plus tu as de personnes disponibles pour faire des livraisons, plus la capacité de livraison du magasin peut augmenter. Donc plus il peut ouvrir de créneaux, plus il peut mettre de livraisons par créneau. Et plus tu as de livraisons qui arrivent du magasin, plus tes communautés peuvent aussi grossir parce que tu as un phénomène d'entraînement. Donc ça, c'est hyper vertueux et c'est en gros un peu la secret sauce, comme on dit, de Shopapop. Ces communautés, tu disais tout à l'heure, elles n'ont pas d'obligation à prendre les commandes. De facto, est-ce que vous vous retrouvez dans des situations où il est difficile d'assurer la livraison parce qu'il n'y a pas assez de cotransporteurs ? Ça peut arriver. Heureusement pour nous, ça reste encore minime. On a aujourd'hui un taux de promesse de livraison de 95%. Quand je parle de ce taux de promesse à 95%, on prend malgré tout des petits écarts sur le créneau strict parce qu'on a aussi des livraisons par l'échange de codes qui permet de faire la validation où le code peut être rentré par le cotransporteur dans l'appli après la dépose des produits. Donc pour juste bien s'assurer qu'on ne met pas non plus en défaut cet usage-là, on prend une petite marge de 10 minutes, 10-15 minutes en amont et en aval du créneau qui fait qu'aujourd'hui on a ce taux de promesse donc qui est excellent et j'ai perdu le point de départ de ta question mais je sais plus si c'était sur justement putain je t'ai écouté aussi c'était sur le Attends, on parlait en fait du coût transporteur, le taux d'utilisation oui. Et le fait que certains créneaux puissent ne pas être honorés. En fait, après, on a des mécaniques de support qui fait qu'on va reprendre contact avec le client, lui proposer de décaler sur la journée sa livraison, son horaire de livraison. Si on a encore personne, on va recaler la livraison au lendemain. Donc tout ça dégrade l'expérience, mais c'est des mécaniques qu'on arrive à faire. Et en fait, après, on gère de l'humain. Donc on a cette possibilité d'avoir un contact avec le destinataire des produits, avec le cotransporteur, avec le magasin. Et aujourd'hui, heureusement pour nous, dans 95% des cas, tout ça se passe bien. Il y a aussi des expériences de livraison où les gens vont à la réception des produits dire la livraison s'est pas bien passée, ce sac-là, il était un petit peu abîmé. Bon, nous, on fait aussi une vérif après avec les gens. Est-ce que le produit réellement est impacté et abîmé ? Si c'est le cas, on a des propositions de remboursement. Enfin voilà, il y a toute une mécanique de support et d'expérience client, comme le disait aussi Charles, qui est hyper importante pour s'assurer que Shopapop, bien que modèle communautaire, bien que non professionnel, desserve quelque chose aux petits oignons. Est-ce que comment vous les animez vos cotransporteurs ? Est-ce que vous avez créé des événements pour les réunir ? Est-ce que vous avez une communication qui est dédiée ? Est-ce qu'ils se connaissent entre eux dans les régions où ils opèrent ? Ouais, on a notamment sur Facebook un groupe qui qui fédère justement tous les gens qui sont autour de la marque. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre eux. On a aussi proposé à certains d'être un peu ambassadeurs, modérateurs, donc pour aussi apporter des réponses aux gens qui se posent des questions sur comment fonctionne Shopapop. On fait pas mal de choses à travers les réseaux sociaux, des événements où on les invite aussi pour faire des feedbacks sur leur expérience de l'application. L'équipe produit de temps en temps fait des sessions un peu de workshop pour proposer ou réfléchir les nouvelles fonctionnalités de l'appli de demain. Donc on essaye de créer du contact, on essaye de recréer aussi du lien entre les gens qui sont dans Shopapop, l'entreprise, et les utilisateurs. C'est le meilleur moyen de faire progresser aussi ton expérience et ton service. Et aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on arrive à rentrer encore un peu plus en contact sur le terrain. Donc je sais que dans nos valises, on aimerait bien faire un petit tour de France, rencontrer aussi un peu les gens, voir comment est-ce qu'on l'organise point de vue logistique. Mais c'est des actions qui ont du sens et qui mériteraient d'être un peu plus poussées encore. Bon, merci pour cette présentation justement de la façon avec laquelle en fait vous gérez votre communauté et en quel point votre communauté est partie prenante du business de Shopapop plus que peut-être nulle part ailleurs. Côté By Charlot, tu l'as dit déjà, finalement dès le départ, les consommateurs on les a considérés comme quelque part des fans à qui il fallait
je sais pas, c'est pas le mot que tu as employé, mais c'est celui que j'emploie, qui était à choyer et auprès desquels la qualité du service, et tu parlais entre autres du service client, devait être le plus efficace, le plus optimum. Bon, comment on fait quand on est by Charlot pour gérer tous ces Charlots et ces Charlottes? Alors, il y a pas mal de manières, nous, avec lesquelles on anime effectivement notre communauté. Je reviens dessus, même si j'ai déjà dit, mais pour moi, je trouve que le service client est effectivement la chose la plus importante. Ce qui paraît un peu paradoxal peut-être de dire ça, parce que le service client, ça veut dire qu'a priori, c'est des gens qui te contactent parce qu'ils ont un problème, mais justement, je dis toujours aux équipes, et d'ailleurs tout le monde se fiche un peu de moi quand je dis ça, mais je continue de le dire, c'est que je veux avoir le meilleur service client du monde. Et en fait, on est tout petit aujourd'hui, tu parles de fans, etc., mais on a une communauté. Donne-nous quelques métriques. Tout à l'heure, Shopopop nous les a donnés, Yoann nous les a donnés pour Shopopop. Alors, j'ai pas autant de métriques à donner, mais nous, grosso modo, on vend à peu près 100 000 plantes par an. On a 2 points de vente à Paris et un site web qui expédie partout en France et en Europe. En quasi 80% de nos livraisons se font en 24 heures et le reste en 24-48 heures. Donc on a voilà, c'est les grosses métriques qu'on peut donner, mais on a une communauté de 170 000 followers sur Instagram qui est notre réseau social de référence numéro 1 et un tout petit peu moins en base client. On doit avoir 130 ou 140 000 personnes en base client, qui est déjà une bonne base client. Oui, bien sûr. Pour revenir sur le service client, je trouve que c'est l'endroit parfait pour animer justement ta communauté. Tu as une chance inouïe de transformer des personnes qui ont pu avoir un problème. Ça arrivera tout le temps dans la marque, et des choses qui sont de ta faute, des choses qui sont pas de ta faute. Si on reprend le sujet de la livraison qui est aussi commun à Yoann et moi aujourd'hui, mais bon voilà, tu as des choses qui sont pas de ton ressort, mais les clients, c'est toi qu'ils appellent en tant que marque. Toi, tu dois leur fournir des réponses, tu dois être réactif, et c'est un client qui t'appelle pour quelque chose où il a un caillou dans la chaussure et que tu lui réponds tout de suite et que tu règles son problème, il t'aime instantanément 2 fois plus. Donc ça, c'est génial. Et au contraire, quand tu lui réponds pas, que t'es pas assez actif, etc., et le caillou devient un énorme caillou. Il devient un énorme caillou. Ça fait un effet boule de neige un peu négatif où tout le monde est derrière son écran, donc les gens se lâchent un peu plus qu'au téléphone, ils écrivent des messages négatifs, etc. Donc c'est potentiellement catastrophique. Donc on met tous nos efforts sur le service client. On n'est pas parfait, mais en tout cas on essaye de s'améliorer tout le temps, mais voilà, c'est notre gros point. Et ensuite c'est l'animation de la base, CRM et Instagram, où on essaye de communiquer nous très régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour sans lequel on ne communique pas sur Instagram, par exemple. C'est plusieurs posts par jour, plusieurs stories par jour. Avec une ligne éditoriale qui est formalisée sur la prise de parole, sur les réseaux sociaux. Ouais. Sinon, au bout d'un moment, tu peux aussi vite ennuyer tout le monde. Et puis tu peux vite, comme sur une étiquette, faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi aussi. Non, c'est... Donc ça, on a des chartes et des choses très précises. On essaye aussi de raconter des choses intéressantes qui viennent de plusieurs aspects, qui peuvent parler du produit, mais on essaie de parler le moins possible du produit. C'est-à-dire qu'on va essayer de parler de choses qui intéressent les gens, de l'entretien des plantes, de la provenance, de nos missions. On en parlait tout à l'heure, etc. Et on en parlera après. Mais donc voilà, et on essaye de plus en plus de faire ce qu'on appelle des focus group. C'est de prendre un groupe de clients au pif, et hétérogène, complet. Voilà, complet. Alors on l'a fait un peu nous-mêmes. On va essayer de se faire accompagner maintenant par des sociétés spécialisées là-dedans, si on veut le faire à plus grande échelle, que ça soit en France. En fait, tu peux le faire en France, tu peux le faire dans les grandes villes, dans les moins grandes villes. Tu peux faire à l'international avec des gens qui te connaissaient déjà, des gens qui te connaissent pas du tout, de panel. Une sorte de panel pour essayer de comprendre ce que les gens pensent de toi, ce que les gens imaginent de... je sais pas comment ils te positionnent par rapport à tes concurrents, comment est-ce qu'ils imaginent avec nos clients très fidèles et nos ambassadeurs. On leur fait carrément discuter, on leur propose en avant-première les sorties produits qu'on imagine, on les fait voter ou pas voter, etc., pour que y ait du sens et qu'on soit toujours juste dans ce qu'on veut faire, que ce soit pas juste quelque chose pour se faire plaisir nous-mêmes. On essaie de prendre en compte aussi un peu les avis de nos clients.
Donc c'est une sorte de co-construction avec les clients sur une approche produit ou une prise de parole ou Ouais, alors on n'est pas. Il y a des marques qui le font très bien, la co-construction. Je pense à Asphalt ou des marques comme ça qui sont vraiment dans la co-construction pure. Nous, c'est pas vraiment de la co-construction, mais c'est plutôt du sorte de vote entre je sais pas, la prochaine couleur du pot. Est-ce qu'on préfère celle-ci ou celle-ci, le prochain accessoire, le prochain sujet dont on aimerait parler en newsletter. On leur pose énormément de questions sur l'expérience qu'ils ont vécue en achetant chez nous, que ce soit en boutique, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Voilà. Donc tous ces retours, ils sont formalisés, utilisés, analysés. Exactement. C'est partout, même nos vendeurs en point de vente sont d'ailleurs plus que des vendeurs qui est un super métier que moi j'ai fait pendant très longtemps et sur lesquels on ne s'appuie pas du tout assez. C'est quand même des gens qui sont en contact tous les jours avec nos clients, qui parlent tout le temps avec lesquels on peut avoir des remontées quasiment instantanées de choses hyper. Les vendeurs ont plein de choses à dire et on essaie de les interroger au maximum là-dessus pour avoir aussi un peu leur retour et prendre la température des clients. Merci Charles pour ce point de vue côté vendeur. On le disait en introduction, vous avez tous les deux des missions qui dépassent la mission habituelle de toute entreprise, créer de la valeur. Vous en avez une autre qui est plus sociétale. Johan, on a commencé à l'évoquer dans l'échange qu'on a déjà eu. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin et nous dire un peu comment tu vois les choses ? La Shopopop, c'est une entreprise qui, comme on dit, et pardon pour l'anglicisme, mais by design, est une entreprise qui peut avoir un impact. Et cet impact-là, il se mesure autant sur on en parlait beaucoup là, dans les échanges sur le lien social, et aussi sur le volet environnemental. On arrive aujourd'hui, par la mutualisation d'un déplacement, d'un véhicule, à réduire les émissions carbone. Donc nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de continuer à mesurer ces éléments-là pour pouvoir les communiquer de façon fiable et sereine. Mais on sait déjà aujourd'hui qu'on a des bénéfices sur ce modèle-ci. Et la seconde, c'est que sur le volet social, donc il y a ce côté communautaire qui est ultra important. Et encore, je pense, chez nous, sous-utilisé, sous-exploité. On devrait être en mesure de faire plus. Quand tu partageais, du coup, Charles, tes stats sur le nombre de followers, à côté, on est ridicule, enfin vraiment. Et pourtant, en termes de flux, d'activité, on semble plus gros en termes de business. Mais l'attachement, en fait, à la marque, ça prend vachement de temps. Il faut bien le travailler. Il faut avoir une ligne de com aussi qui est bien poussée, qui se nourrit régulièrement. Et donc, tout ça, on essaie de continuer à progresser dessus. Et ensuite, sur la dimension... sur la mission finalement de Shopopop, c'est comment est-ce qu'on arrive à une modeste échelle à engager la société, les gens dans cette transition socio-écologique dans laquelle aujourd'hui on est tous d'une certaine manière obligés de passer. C'est un temps long, donc ça va prendre du temps, mais c'est par des petites étapes, des petites actions, par de la sensibilisation qu'on arrivera à le faire. Et nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de se donner aujourd'hui comme objectif. On fait aussi cette demande d'enregistrement en tant que société à mission. Donc on intègre ça aussi dans les statuts de l'entreprise. On a un comité mission qui nous permet de suivre de façon régulière les actions sur lesquelles on s'engage. Et on a voulu prendre un référentiel qui est un référentiel aujourd'hui commun, qui sont les objectifs développement durable portés par l'ONU, qui fait que chacune des actions qu'on souhaite porter en tant qu'entreprise sur cette dimension impact, on le rattache à certains des ODD. Il y en a beaucoup, donc on ne peut pas tous les prendre, mais on est positionné nous sur 4 aujourd'hui. Donc là, il y a l'aspect où vous, Shopopop, vous avez des actions, vous menez des actions, vous êtes intrinsèquement, quand tu dis by design, c'est-à-dire le business lui-même, va dans le sens de cette mission sociétale. Tu l'évoquais tout à l'heure, il se trouve que les clients qui sont les tiens, parfois n'en prennent pas toute la mesure et voient le côté serviciel ou économique de votre proposition de valeur avant de voir l'aspect mission. Ça veut dire que vous avez aussi un travail à mener auprès de ces populations-là ? Oui, exactement. Ça fait partie, quand on parle de cet engagement des parties prenantes externes, à essayer de les embarquer et à faire beaucoup aussi de pédagogie sur notre modèle et de leur faire comprendre qu'il y a le bénéfice économique et tant mieux. Enfin, ça, c'est une super chose et c'est aussi pour nous un argument de vente. Mais ça doit aller au-delà et ça va au-delà et l'expérience des gens aujourd'hui prouve que ça va au-delà.
Et quand on voit les marques, notamment de la distribution, de la grande distribution, qui prennent des engagements sur plein de sujets autour de la consommation responsable, de la consommation locale, mettons aussi la logistique dans ce même panel. Aujourd'hui, on pense beaucoup aux produits, d'où viennent les produits, comment est-ce qu'ils sont cultivés, quelle est la chaîne logistique d'approvisionnement de ces produits. Mais la réalité, c'est que pour le consommateur, la logistique peut aussi devenir un maillon de cette chaîne d'expérience impact. Et donc, nous, c'est le discours qu'on souhaite porter et on souhaite les inclure là-dedans. C'est-à-dire que t'imagines qu'ils peuvent avoir quel rôle, tes clients, pour les embarquer dans cette finalement mission qui est sociétale, au sens où il y a la dimension de lien social et la dimension durable, dans le sens où il y a de l'économie de CO2 par le co-transportage lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier la solution Shopopop comme étant une solution différente des autres. C'est comment on fait? Je t'en donne un tout bête. On parlait du checkout. Aujourd'hui, le logo de Shopopop ne figure pas sur la plupart des checkouts de nos clients. Et pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes techniques, parce que des fois le service de livraison il existe déjà, donc en fait on vient se mettre nous en marque blanche. Donc c'est aussi après des contraintes qui sont les contraintes techniques et il système n'existe pas, d'info. vous dites que la concurrence n'existe pas. Non, bien sûr, voilà. C'est vraiment des fois un déficit juste de visibilité des marques qui proposent l'expérience de livraison. Donc je pense que déjà ça c'est un premier sujet. La seconde, c'est pourquoi est-ce que aussi systématiquement les enseignes n'engagent pas leurs clients dans cette approche communautaire en leur disant écoutez, on vient de lancer un nouveau service, vous pouvez bénéficier de la livraison à domicile, mais sachez que demain, en tant que client de peu importe l'enseigne, vous pouvez aussi devenir un cotransporteur sur cette plateforme et rendre service sur vos trajets, récupérer 5 €, avoir un impact positif auprès des gens et sur la planète. Ça, c'est d'autres choses. Et le truc en plus que nous on essaie de véhiculer, c'est qu'on développe au sein de l'application des fonctionnalités qui permettent de recréer une boucle vertueuse. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, un cotransporteur a la possibilité de transformer sa cagnotte en bon d'achat, réutilisable dans les magasins d'une enseigne. Donc l'enseigne a tout intérêt en plus à travailler cet effet communautaire parce qu'il peut en récupérer un autre levier économique. Donc c'est pour moi des petites choses qui sont à construire ensemble avec les enseignes, et parfois je suis un peu frustré, un peu déçu de voir l'excitation que certaines enseignes ont à faire de la communication ou à s'associer à des plateformes sur des modèles qu'on est tous un peu amenés à critiquer sur l'ubérisation, et en réalité elle ne fait pas ce même effort de communication pour des sociétés ou des plateformes qui sont un peu plus vertueuses. Donc il y a encore un travail de pédagogie à convaincre toutes ces enseignes de l'intérêt économique et sociétal à utiliser la solution Shopopop. Il y a du boulot. Bon, écoute, j'espère que cet épisode va contribuer à aller changer le mindset de tous ces retailers. Côté by Charlot, la mission, je le disais en introduction, c'est de rapprocher la nature des urbains. Et reconnecter les citadins entre eux par la nature et l'artisanat. Nous, on est passé B Corp, certifié B Corp il y a 1 an, ce qui était quelque chose d'assez important pour nous. C'était pas c'était pas un combat non plus, mais en tout cas ça a été quelque chose qui a été porté d'une manière assez forte par mon associé et moi-même. On voulait rassurer et certifier à nos clients qu'on essaie de faire les choses bien, ou en tout cas de mieux en mieux. Ça c'était le premier point. C'est pas quelque chose qu'on crie haut et fort. On entend beaucoup parler du Made in France en ce moment, etc. Nous, c'est pas un vrai combat, dans le sens où on veut proposer le meilleur des produits avec la meilleure des qualités possibles, mais on veut pouvoir être le plus transparent possible auprès de nos clients là-dessus. Et de là, on découle une mission qui est de se dire, au-delà de ça et de faire juste les choses bien pour l'environnement, on a aussi, un peu comme le disait Johan, sur les communautés plus éloignées, etc. Donc nous, c'est pas notre créneau, mais en tout cas, on l'a vu notamment pendant le Covid, on en parlait aussi tout à l'heure, de pouvoir offrir un cadeau qui permet de dire à quelqu'un qu'on pense à lui, une petite attention, etc. C'est quelque chose d'assez fort. On fait aussi beaucoup d'ateliers autour du végétal,
on réunit autour d'une table une dizaine de clients qui viennent apprendre à faire un herbier, à faire un terrarium, etc. Et à chaque fois, c'est des moments de partage autour du végétal qui sont hyper sympas. Donc voilà, ça c'est la mission de By Charlot. Malgré la croissance de la marque et le nombre de produits vendus, on veut pouvoir faire travailler des artisans. Donc ça c'est l'autre côté de la chaîne. On veut l'usine au Portugal par exemple qui fait nos pots, pour revenir dessus. Tous les pots sont faits à la main. On va là-bas tous les mois. On connaît l'usine et ceux qui y travaillent. On noue des relations aussi avec eux. Il n'y a pas un pot By Charlot qui se ressemble. Alors dans les faits, oui, mais si tu regardes dans le détail, voilà, ils sont tous faits à la main, ils sont assez différents. Et c'est hyper important pour nous de valoriser ça, et cette mission nous permet aussi de le valoriser au quotidien. C'est un artisanat qui est scalable ? Alors, oui. Oui, c'est une bonne question. En fait, on s'est posé la question. Là, on est déjà dans l'entre-deux, c'est-à-dire que on arrive déjà à expédier comme ça des centaines de milliers de pots, mais il faut anticiper, il faut prendre un peu d'avance, il faut une fois de plus, c'est une relation de confiance avec ton artisan, parce qu'une fois que c'est produit là-dessus, il travaille beaucoup pour pouvoir suivre aussi le rythme, mais à un moment donné, on passe aussi par la diversification produit, par proposer d'autres choses. Par exemple, les herbiers, c'est une production artisanale maison, on les fait nous-mêmes dans un atelier à Paris. Et ben ça, on peut pas augmenter la capacité de production tout de suite. Donc si tu veux ton joli herbier fait sur mesure avec la lettre U, je prends ça au pif, mon fils s'appelle Ulysse, voilà, pour une naissance, et ben tu vas peut-être attendre une semaine, si on l'a pas en stock, 2 semaines, pour pouvoir l'avoir. Et ça, c'est bien compris par les clients ? C'est bien compris, et surtout c'est comment dire, c'est même c'est quelque chose qui fait notre force. Les clients adorent. Et en revanche, je suis d'accord avec ce que disait Johan. Il y a d'autres services qui sont moins compris peut-être par les clients. C'est-à-dire que tout le monde veut une livraison green. Si tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu préfères une livraison qui pollue ou une livraison qui pollue pas, tout le monde va te répondre je veux une livraison qui pollue pas. Mais ensuite tu vas lui dire ça c'est plus, et ensuite voilà, et après il y a le prix qui rentre derrière. En revanche, personne ne veut payer plus cher sa livraison qui pollue pas, quoi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue là-dessus. Donc je trouve que c'est effectivement aussi aux marques de faire l'effort de soit prendre en charge une partie, soit ou totalité ou autre, pour justement pouvoir faire en sorte que les clients puissent bénéficier d'un service qui est le plus green possible à moindre coût, quoi. Écoute, merci pour cette ce commentaire sur la façon dont By Charlot répond à sa mission. Même si c'est pas une entreprise à mission comme Shopopop, c'est du Bicorp. Bon bref, il y a quand même pas mal de passerelles et de points communs entre les deux. Merci à vous deux, Charles et Johan, pour la qualité des propos que vous nous avez partagés. Je suis certain que ça aura passionné beaucoup de monde. Merci à tous les auditeurs, toujours plus nombreux, et à vos messages que vous nous faites parvenir pour nous soutenir. Si vous voulez joindre Johan ou Charles, je pense que LinkedIn est le meilleur endroit pour pouvoir le faire. Si malgré tout c'est pas possible, vous pouvez toujours me contacter, je ferai ce qu'il faudra pour vous aider. Merci à Comexposium et au One-to-One Retail e-commerce de Monaco, One-to-One expérience client de Biarritz qui se tient bientôt, pour le support apporté à l'enregistrement de cet épisode. Messieurs, merci 1000 fois, et merci, je vous dis à bientôt. Ciao. À bientôt.